Le dossier est arrivé sur mon bureau en fin d'après-midi. Une mince enveloppe de manille contenant à peine plus que quelques formulaires remplis à la hâte. 3 jeunes hommes, tous disparus sans laisser de traces en l'espace de 2 mois, chacun ayant été vu pour la dernière fois près des étendues sauvages et denses du nord du Michigan. Ce n'était pas la première fois que je voyais une série de disparitions, mais quelque chose dans cette affaire me paraissait bizarre, un côté étrange, comme un couteau qui brillerait dans l'obscurité. Les habitants de la région avaient bien mis baptisé la zone Dogman's Trail, un endroit imprégné de légendes et de chuchotements. On disait qu'une créature y rôdait, quelque chose de pas tout à fait humain, mais pas tout à fait bête, tapi dans l'ombre des pins. Mon esprit sceptique n'y voyait qu'une histoire de plus, autour d'un feu de camp, une façon de tenir les étrangers à l'écart des bois reculés. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans les dossiers, j'ai découvert des histoires qui me trottaient dans la tête. Des témoignages de vieux chasseurs, de gardes forestiers, et même du shérif lui-même, chacun faisant allusion à quelque chose d'anormal. Lorsque je suis arrivé dans le Michigan, l'air était épais et humide, chargé d'une odeur de pin et de pourriture. Le bureau du shérif était un petit bâtiment faiblement éclairé où m'attendait le shérif Harlow, un homme usé par des années de secrets inavoués. Il me tendit une liste de personnes qui avaient signalé des observations étranges. « Vous devriez commencer par ces personnes, » a-t-il marmonné. « Si vous cherchez quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous le trouverez dans ces bois. Mais soyez prudents. » J'ai quitté la gare avec un poids froid dans l'estomac. Mon premier arrêt fut le dernier emplacement connu de l'un des hommes disparus, un campement maintenant envahi par la végétation, où l'odeur de la terre humide flottait lourdement. Alors que je me tenais là, j'ai ressenti le calme inquiétant de la forêt, la façon dont le silence semblait se refermer autour de moi, comme s'il écoutait. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être observé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le vieux motel près de la forêt, hanté par un faible son provenant des arbres, un hurlement long et grave, perçant le silence et s'attardant dans l'obscurité. Il ne ressemblait à aucun animal que j'avais jamais entendu, profond, guttural et rempli d'une puissance brute, sans retenue. Il me glaça jusqu'à l'os, déclenchant tous mes instincts primaires de fuite. Le lendemain matin, je décidai de pénétrer dans la forêt, espérant trouver une trace des hommes disparus. Mon sac en bandoulière et une lourde lampe de poche à la main, j'ai franchi le bord du sentier de l'homme-chien, pénétrant dans un monde d'ombre et de silence. La forêt était dense, chaque pas étouffé par des couches de mousse et de feuilles humides. Un monde feutré où même ma respiration me semblait trop bruyante. De grands pins anciens se dressaient au-dessus de moi, leurs branches formant un plafond qui masquait la plupart des rayons du soleil. J'avais l'impression de pénétrer dans un autre monde, un endroit préservé du temps et de la main de l'homme. De temps à autre, j'entendais le bruissement des feuilles ou le craquement d'une branche, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose m'observait juste au-delà de la portée de ma lampe de poche. Après près d'1 heure de marche, je suis tombé sur une étrange clairière. Le sol était jonché d'ossements, certains petits, d'autres grands, dispersés selon des schémas qui semblaient presque délibérés. Au centre, une effigie grossière faite de bâtons et de ce qui ressemblait à des tendons d'animaux était suspendue à une branche basse, se balançant légèrement sous l'effet de la brise. Je m'en approchais prudemment, sentant les poils de mon cou se hérisser tandis que j'inspectais l'étrange symbole. Il me faisait penser à un avertissement, quelque chose de primitif et d'ancien, destiné à éloigner les intrus. Alors que je l'étudiais, un froid s'installa dans la clairière, plus froid que la forêt environnante. Je sentis mon cœur s'accélérer, une crainte silencieuse s'insinuer dans mon estomac.
Avant que je n'aie le temps d'assimiler cette sensation, un claquement sourd retentit quelque part derrière moi. Je me retournai, la main sur mon arme, scrutant les arbres. La forêt était silencieuse, chaque son étant avalé par le calme, mais je savais qu'il y avait quelque chose. J'avançai prudemment, suivant le son, et tombai bientôt sur des traces quitosequitis qui s'enfonçaient aisance dans les bois. C'étaient donc de grandes empreintes profondes dans la terre, presque comme celles d'un humain, mais plus larges et plus lourdes. Chaque pas semblait délibéré, comme si ce qui les avait faites était conscient de l'effet qu'elles produisaient, laissant une trace à quiconque serait assez fou pour les suivre. Alors que je continuais, la lumière commença à décliner, plongeant les bois dans des ombres profondes qui s'accrochaient à chaque arbre. Alors que les derniers gauds rayons du soleil disparaissaient, je l'entendis à nouveau, le même hurlement guttural de la nuit précédente, plus proche cette fois, vibrant dans le sol sous mes pieds. Il m'a fait frissonner, me remplissant d'une terreur brute, instinctive. J'ai levé ma lampe de poche, dont le faisceau a percé l'obscurité, et c'est alors que je les ai vus. 2 yeux étincelants, bien trop grands, qui me fixaient d'entre les arbres. Ils ne clignaient donc pas, fixés sur moi avec une intensité prédatrice qui m'a figé sur place. La créature ne bougeait pas, comme si elle m'étudiait, calculant si je valais la peine d'être poursuivi. Je sentis ma main se resserrer autour de mon arme, chaque nerf à vif. Mais au moment où je clignais des yeux, ils avaient disparu, ne laissant que le silence oppressant et le sentiment écrasant que je n'étais plus seul dans ces bois. Les yeux de la créature restaient dans mon esprit, une image vive qui refusait de s'estomper alors même que je m'enfonçais dans les bois. Ma lampe de poche balayait les arbres, éclairant les branches tordues et les nappes de brume qui s'accrochaient au sol. J'essayais de garder une respiration régulière, mais le calme qui régnait autour de moi était suffocant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Devant moi, j'ai remarqué un mouvement, le scintillement de quelque chose qui se faufilait entre les arbres. Je me suis précipité, cherchant désespérément un signe de vie, mais lorsque j'ai atteint l'endroit, je n'ai trouvé que le silence. Puis, juste après un groupe d'arbres épais et noueux, je l'ai vu. Une petite cabane, au bois usé et pourri, presque camouflée par le sous-bois dense qui l'entourait. Je m'approchai prudemment, jetant un coup d'œil à l'unique fenêtre crasseuse. À l'intérieur, la cabane était un fouillis de vieux meubles, de verres brisés et de peaux d'animaux en lambeaux qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis des années. Mais quelque chose sur le sol attira mon attention. Des rayures, profondes et irrégulières, creusées dans les planches de bois. Elles semblaient récentes, et ce qui les avait faites avait des griffes assez aiguisées pour tailler dans du bois massif. Alors que j'inspectais les rayures, une légère odeur se répandit dans l'air, une odeur métallique et nauséabonde qui me retourna l'estomac. C'était le parfum incomparable du sang. Je me suis retourné pour partir, mais une voix m'a arrêté net, basse, rauque, à peine plus qu'un murmure. « Tu ne devrais pas être ici. » Je me suis retourné, l'arme dégainée, et me suis retrouvé face à un vieil homme qui se tenait dans l'ombre, près de la porte de la cabane. Sa peau était pâle, presque maladive, et ses yeux avaient un air hanté et creux. Il portait plusieurs couches de vieux vêtements sales, et ses cheveux étaient emmêlés. Mais c'est son expression, un mélange de peur et de résignation, qui a attiré mon attention. « Il n'aime pas les étrangers », m'a-t-il dit, son regard se portant sur les arbres, autour de nous, comme s'il s'attendait à voir surgir quelque chose d'un moment à l'autre. Les bois, ils lui appartiennent. Je m'approchai d'un pas, gardant ma voix basse. « De qui parlez-vous? Sais-tu ce qui est arrivé aux hommes qui ont disparu ?» Il a laissé échapper un rire creux, sans humour, et a secoué la tête. « Ils sont partis, pris. Ils ne laissent pas de survivants. » Il jeta un coup d'œil aux griffures sur le sol,
son expression s'assombrissant. « Si tu l'as vu, c'est que tu as été marqué. Il ne s'arrêtera pas avant de t'avoir. » Avant que je puisse répondre, il a reculé, disparaissant dans l'ombre de la cabane. J'ai voulu le suivre, mais un grognement soudain et profond m'a arrêté. Il gronda à travers les arbres, vibrant dans ma poitrine, si puissant que j'eus l'impression que la terre elle-même gémissait. L'avertissement du vieil homme résonna dans mon esprit, tandis que je me retournais, faisant face au bois d'où était venu le grognement. Je savais que j'avais dépassé mon temps de présence. Je me hâtais de retourner à travers les arbres. Chaque pas rempli du poids de la présence de la créature, sentant son regard, sachant qu'elle attendait, qu'elle regardait. Alors que je franchissais enfin la lisière de la forêt, le grognement s'estompa, remplacé par un silence sinistre qui me fit dresser les poils sur les bras. J'étais sorti de la forêt, mais le sentiment d'effroi restait avec moi, une ombre inéluctable qui s'accrochait à chacun de mes mouvements. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans la sécurité de ma chambre de motel, les mots du vieil homme ont résonné dans mon esprit. J'avais été marqué, avait-il dit, et l'homme-chien ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas réclamé ce qui lui appartenait. Cette nuit-là, dormir fut un luxe. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces yeux jaunes qui ne clignotaient pas et qui me fixaient, affamé, patient. Les mots du vieil homme résonnaient encore et encore, emplissant mon esprit d'une crainte rongeante qui refusait de s'estomper. Au matin, j'étais épuisé, les nerfs à vif, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette créature, quelle qu'elle soit, avait une emprise sur moi maintenant, et je ne pouvais pas m'en aller sans réponse. Je suis retourné dans la forêt, en suivant le chemin que j'avais emprunté la veille. Le ciel était couvert, jetant une ombre grise sur les arbres, et un vent froid soufflait dans l'air. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans les bois, je sentais le poids familier du silence s'installer autour de moi, lourd et oppressant. C'était comme si la forêt avait une fois de plus avalé tout signe de vie, ne laissant que des ombres et des échos dans son sillage. Au bout d'1 kilomètre environ, je suis tombé sur une clairière, différente de la précédente, mais tout aussi troublante. Au centre se dressait un grand arbre tordu, à l'écorce noircie et noueuse, comme s'il avait été frappé par la foudre. À sa base, d'autres ossements étaient disposés en cercle, vestiges d'animaux morts depuis longtemps. Au milieu du cercle, griffonné dans la terre, se trouvait un symbole, un dessin grossier d'une créature aux membres allongés et aux traits semblables à ceux d'un loup. J'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement le repère d'un animal. C'était un sanctuaire, un lieu de révérence et de peur, où quelque chose de sombre et d'ancien avait été invoqué ou vénéré. Alors que je me tenais là, un son grave et guttural commença à emplir l'air. Il ne ressemblait à aucun animal que j'avais jamais entendu. Profond, résonnant, vibrant à travers le sol. Je me suis retourné, le cœur battant, et j'ai vu une silhouette émerger des arbres. Elle était recroquevillée, ses membres étaient tordus et allongés. Sa peau était recouverte d'une fourrure sombre. Mais son visage était tout autre, un mélange grotesque d'humain et de bête, avec des dents pointues sortant d'un grognement et ses mêmes yeux jaunes perçants fixés sur moi. L'homme-chien. Pendant un instant, nous sommes restés figés, enfermés dans un face-à-face silencieux. Je pouvais sentir son intelligence, une conscience sombre et calculatrice qui semblait presque humaine. Il a penché la tête, m'étudiant, et j'ai senti une peur instinctive me prendre à la gorge. Ce n'était pas un simple prédateur, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'ancien et de puissant, une créature qui comprenait la nature de la peur et s'en servait comme d'une arme. Avant que je puisse réagir, il s'est élancé, franchissant la distance qui nous séparait à une vitesse terrifiante.
Je levai mon arme et tirai un coup de feu qui résonna dans la clairière, mais la balle sembla à peine le ralentir. L'homme-chien esquivait, se faufilant entre les arbres avec une agilité défiant toute logique, ses yeux ne quittant jamais les miens. Chaque fois que j'essayais de viser, il disparaissait dans l'ombre pour réapparaître un instant plus tard, plus près, chaque mouvement étant un jeu du chat et de la souris. Je savais que je ne pouvais pas le distancer. Ma seule option était de l'affronter, de m'installer ici et d'espérer avoir assez de balles pour le repousser. Je me suis stabilisé, le cœur battant, attendant que la créature passe à l'action. Et puis, juste au moment où elle l'allait frapper, un claquement sourd résonna dans la forêt, suivi d'une voix, un murmure familier et rauque. Le vieil homme s'avança dans la clairière, ses yeux fixés sur l'homme-chien, avec une intensité qui frisait la révérence. « Laissez-le » ordonna-t-il d'une voix ferme. La créature hésita, grogna, mais le vieil homme s'approcha d'un pas et leva la main. « Il n'est pas à vous. »« Pas encore. » L'homme-chien poussa un grognement bas et furieux, mais il recula, ses yeux passant entre moi et le vieil homme. Je pouvais lire la fureur dans son regard, une promesse de violence retenue seulement par un lien tacite entre lui et le vieil homme. Avec un dernier grognement, l'homme-chien recula dans l'ombre, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Je restai là, à bout de souffle, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le vieil homme se tourna vers moi, le visage marqué par un mélange de peur et de regret. « Il est lié à ces bois » murmura-t-il, la voix chargée de résignation. « Et maintenant, tu l'es aussi. » Les mots du vieil homme flottaient d'orgueil dans l'air froid, chaque syllabe étant empreinte d'une finalité qui me glaça le sang. Je voulais lui poser 1000 questions, exiger des réponses, donner un sens à ce que j'avais vu. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un murmure, rauque. Qu'est-ce que c'est? Il tourna son regard vers les ombres, où l'homme-chien avait disparu. Son visage était un masque de lassitude. C'est plus vieux que nous tous, plus vieux que ces bois. Une créature venue d'un temps où les hommes d'Oibis Palititses étaient des proies et où la forêt était sacrée. Les gens d'ici, bien avant vous et moi, la vénéraient. Ils l'appelaient l'homme-chien, mais cela ne rend pas compte de ce qu'il est vraiment. C'est l'esprit de la chasse, l'incarnation d'un prédateur qui se souvient du goût de la peur humaine. J'ai avalé difficilement, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un animal ou d'un mythe. C'était quelque chose de primal, une force liée à ces bois, avec une fin qui allait au-delà de la simple chair. « Pourquoi m'a-t-il laissé partir ?» demandai-je, parvenant à peine à empêcher les tremblements de ma voix. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent d'une sombre compréhension. « Tu as été marqué dès que tu es entré dans ces bois. C'est un jeu pour lui, une épreuve de force, de volonté. Mais ce n'est jamais fini. Il est patient, il vous traque, il attend le bon moment. Et quand il se décidera, il réclamera ce qui lui appartient. » La froideur de sa voix me donna l'impression que de la glace s'était installée dans mes veines. Mais pourquoi m'aider si c'est inévitable? Une ombre passa sur son visage et il détourna le regard, comme s'il luttait avec quelque chose de profond en lui. Parce qu'autrefois, j'étais comme toi. Je suis venu ici pour chercher des réponses, pensant pouvoir le chasser, le dompter. Mais il n'a pas besoin de te tuer pour te prendre. Il a juste besoin que tu le sentes, jusqu'à ce que tu ne penses toujours plus qu'à lui. J'ai senti mon estomac se serrer, une crainte rongeant ma poitrine se répandre. Alors, c'est tout? Tu attends juste qu'il décide que c'est le moment? Il acquiesça, le regard distant. Ou quitter ces bois, quitter cette vie. Mais même dans ce cas, il s'interrompit, les yeux remplis d'un regret creux. Sur ce, il se retourna et disparut dans les arbres, me laissant seul dans la clairière, avec pour seul horizon la froideur de ce qui m'attendait. La forêt semblait se refermer autour de moi, chaque ombre,
chaque murmure du vent étant désormais chargé d'une menace. Je sentais son regard, même lorsque je reprenais le chemin, chaque pas me rappelant que je n'étais jamais vraiment seul, que la créature pouvait être à quelques pas derrière moi. Je me souviens à peine du chemin du retour. Le monde avait pris une allure étrange, onirique, et la frontière entre la réalité et le cauchemar me paraissait mince, fragile. Lorsque j'ai atteint la lisière des bois, le soleil descendait sous l'horizon, projetant de longues ombres qui semblaient vouloir m'atteindre. De retour au motel, je fermai la porte à clé, tirai les stores et m'enfonçai dans le lit, l'épuisement me gagnant enfin. Mais le sommeil auquel j'aspirais ne vint pas. Au lieu de cela, chaque craquement des murs, chaque bruit léger à l'extérieur de ma fenêtre me rappelait qu'il était là, à attendre, à regarder. Au petit matin, alors que je commençais à m'endormir, je l'entendis, un hurlement familier et guttural qui résonnait dans la nuit. Il n'était pas proche, mais il n'était pas loin non plus, juste assez pour me rappeler sa présence, sa promesse. Je sus alors que j'avais quitté les bois, mais que l'homme-chien ne m'avait pas quitté. J'étais marqué, lié à lui d'une manière à laquelle je ne pouvais échapper. Et tandis que j'étais allongé là, le hurlement s'estompant dans le silence, j'ai réalisé que ce n'était que le début. La chasse ne faisait que commencer. Les jours passèrent, chacun se fondant dans le suivant, dans un brouillard de nuits d'Inde blanche et de craintes constantes. Je suis resté dans le Michigan, malgré tous mes instincts qui me disaient de fuir, de laisser cet endroit maudit loin derrière moi. Mais quelque chose me retenait ici, une compulsion, un besoin de comprendre ce qui m'avait marqué, ou peut-être était-ce l'homme-chien lui-même qui m'attachait à ces bois, me liant à sa chasse. Je retournai au bureau du shérif, espérant y trouver des bribes d'informations qui pourraient m'aider à me libérer de l'emprise que cette créature avait sur moi. Le shérif Harlow était là, l'air grave, son regard s'attardant sur moi, comme s'il pouvait voir le changement, la marque, dans mes yeux. Il m'a tendu un mince dossier, une collection d'anciens rapports d'enquête datant d'avant son époque. « Vous n'êtes pas la première, vous savez, » a-t-il dit à voix basse. « Il y en a eu d'autres, des chasseurs, des vagabonds, et même d'autres hommes de loi. Des hommes qui pensaient prompt pouvoir apprivoiser ces bois, les rendre sûrs. J'ai feuilleté les rapports, ressentant un étrange sentiment de parenté avec les hommes dont les noms apparaissaient sur chaque page jaunie. Chacun d'entre eux était venu chercher des réponses, chacun avait rencontré quelque chose qui dépassait l'entendement, et chacun d'entre eux avait disparu, englouti par les ombres, ne laissant que des traces, des paquets perdus, un bout de vêtement, du sang dans la terre. L'homme-chien les avait tous réclamés. Harlow m'observa, une compréhension sinistre dans ses yeux. « Tu penses, toi, que tu es différent, que tu trouveras un moyen de t'en sortir ?» demanda-t-il, son ton à la fois compatissant et résigné. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas sûr d'y croire moi-même. Mais j'étais certain d'une chose, je n'étais pas prêt à me laisser abattre sans combattre. Cette nuit-là, je suis retourné une dernière fois à Dogman's Trail. Je savais que c'était de la folie, que je me jetais dans la gueule du loup. Mais l'idée de vivre dans une peur constante, d'entendre son hurlement dans chaque coin sombre, était pire. Il fallait que je l'affronte, que je mette fin à tout cela en mon âme et conscience. La forêt était plus sombre que dans mes souvenirs. Les arbres semblaient plus grands, projetant des ombres qui m'atteignaient comme des griffes. Chaque pas me semblait lourd, comme si le sol lui-même résistait à mon approche. Le silence était oppressant, remplissant l'air d'une tension électrique. Et puis, il était là, la clairière, l'arbre tordu, le cercle d'ossements. Je m'avançai, la main sur mon arme, le cœur battant dans ma poitrine. La forêt semblait retenir son souffle, l'air était chargé d'anticipation. Et puis, de l'ombre, il est sorti.
L'homme-chien se tenait devant moi, sa silhouette imposante se découpant sur la lumière pâle de la lune. Ses yeux brillaient de ce même jaune artificiel et me fixaient d'un regard sombre et intelligent. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés, deux chasseurs enfermés dans une impasse silencieuse. Il fit un pas en avant. Ses mouvements étaient lents et délibérés, chaque centimètre de son corps dégageant une puissance inconnue. Je levai mon arme, visant le cœur de la créature, mon doigt se crispant sur la gâchette. Mais avant que je puisse tirer, il s'est arrêté, sa tête penchée sur le côté, comme s'il me considérait. Puis il a parlé, pas avec des mots, mais avec une voix qui résonnait dans mon esprit, un son grave et guttural qui déformait mes pensées, m'emplissant d'une terreur qui semblait ancienne et dévorante. « Tu es à moi », disait-il, les mots d'homme résonnant dans les profondeurs de mon esprit. Marqué, lié, pour toujours. Le poids de sa voix m'écrasa, me faisant tomber à genoux. Je sentis sa présence m'envelopper, une étreinte sombre et suffocante qui me laissa à bout de souffle. J'essayais de lever mon arme, de me battre, mais mon corps refusait d'obéir, paralysé par sa volonté. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la pression s'est relâchée. L'homme-chien se retourna, sa forme glissant à nouveau dans l'ombre, me laissant seul dans la clairière, ébranlé, brisé. Je me suis relevé en titubant, sentant le poids-ligue de sa marque gravée dans mon âme. Je sus alors qu'il m'avait laissé partir, non par pitié, mais parce qu'il savait que j'étais à lui, lié à lui d'une manière dont je ne pourrais jamais m'échapper. Je sortis des bois en trébuchant, ayant l'impression qu'une partie de moi avait été abandonnée, réclamée par les ténèbres. Le monde extérieur me paraissait différent, lointain, comme si je le regardais d'un endroit très éloigné. J'étais en vie, mais je savais que ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. En quittant le Michigan, j'ai senti sa présence avec moi, une ombre qui me suivrait où que j'aille. L'homme-chien m'avait marqué, et je savais avec une certitude glaçante qu'un jour il viendrait me réclamer.